Hello! J'espère que tu vas bien et que tu as passé un joyeux 14 juillet, festif peut-être. Déjà, désolée pour le retard de cet épisode. Je dois t'avouer, autant la saison 1 sur l'ufologie, c'était les doigts dans le nez, autant là, la géographie sacrée, c'est un autre délire. Ouais. Plus dense, plus complexe pour moi, mais franchement tout aussi passionnant. Ensuite, petite confidence, tous les épisodes sur la géographie sacrée, celui-ci comme les 2 prochains aussi, n'étaient pas prévus initialement. Ce sont les synchronicités qui les ont fait émerger au fil du chemin. D'ailleurs, on sort ici un peu de la géographie sacrée classique. Pas de mégalithes, ni de Stonehenge, ni de Nazca, ni de Gizeh, etc. Pour l'instant, tout ça va venir plus tard. Mais aujourd'hui, place à un épisode un peu spécial donc, je vais te parler de 3 centres géomantiques principaux de la planète. Et sans plus attendre, c'est parti mon kiki! Et si il existait à la surface du globe des lieux piliers, des points d'ancrage tellurique où la Terre parle plus fort, des endroits si chargés d'énergie, de mémoire et de conscience que simplement s'en approcher réveille quelque chose en nous. Depuis des millénaires, des peuples aux 4 coins du monde ont désigné certains sommets, certaines montagnes comme sacrés. Pas pour leur hauteur, ni pour leur beauté, mais parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils connectent les mondes, parce qu'ils gardent les secrets d'un savoir ancien, transmis non pas dans les livres, mais dans la pierre, le vent et le silence. Ce voyage ne sera pas touristique, il sera vibratoire, symbolique et géomantique. Un plongeon dans la cartographie invisible de la Terre, celle que nos ancêtres connaissaient, celle que nos cellules se rappellent, celle que notre conscience est prête à redécouvrir. Aujourd'hui, je t'emmène explorer 3 de ces centres géomantiques. 3 montagnes très éloignées, certes, mais vibratoirement reliés, 3 gardiens de l'équilibre entre les dimensions, 3 portails géologiques à activation spirituelle. Le mont Shasta en Californie porte des peuples souterrains. Le mont Kailash au Tibet, trône des dieux et axe cosmique. Et Uluru en Australie, cœur rouge du rêve ancestral. Mais avant de plonger dans les mystères de Shasta, Kailash et Uluru, prenons un instant pour comprendre ce que l'on appelle un centre géomantique. Alors, le mot géomancie vient du grec gé, la terre, et manteia, la divination. C'est l'art ancestral de lire les signes de la terre, de percevoir ces lignes d'énergie, ces flux cachés, ses respirations subtiles. Un centre géomantique, c'est donc plus qu'un lieu sacré. C'est un point nodal où plusieurs forces convergent. Des lignes telluriques comme les ley lines, des mémoires anciennes inscrites dans la roche, des vortex naturels d'énergie et parfois un accès à d'autres plans de conscience. Ces centres ne sont pas choisis au hasard. Ils ont été reconnus, activés et vénérés par les peuples premiers, les gardiens des temps anciens, car ils jouent un rôle bien précis dans l'équilibre du vivant. On pourrait les comparer à des chakras planétaires, des points d'entrée et de sortie de l'énergie vitale de la Terre. Quand ils sont activés, la Terre respire mieux et par là même, nous aussi. Ils sont aussi des miroirs vibratoires. En leur présence, ce qui est lourd peut remonter. Ce qui est pur peut s'intensifier. Ces lieux nous montrent qui nous sommes et parfois d'où nous venons. Shasta se situe en Amérique du Nord, aux États-Unis, Kailash est au Tibet, en Asie, et Uluru
en Océanie, en Australie. Ces 3 sommets dessinent un triangle équilatère à l'approximatif si l'on suit certaines cartes géomantiques. Et ce triangle est parfois appelé le triptyque des gardiens ou encore le triangle des sentinelles planétaires. Il formerait, selon certains géographes, une ancre énergétique planétaire reliée par un réseau subtil. Donc, les lignes telluriques des Dragon Lines, grille de Hartmann et le réseau pléiadien. D'un point de vue symbolique, ces 3 sommets représentent 3 gardiens vibratoires postés à équidistance pour maintenir un équilibre cosmico-terrestre. Chacun de ces 3 lieux émet une fréquence spécifique, en lien avec une fonction énergétique précise, dans le système subtil terrestre et par résonance dans notre système à nous intérieur. Shasta, c'est le chakra-gorge ou le 3e œil, la transmission. C'est un lieu de traduction vibratoire. Kailash, c'est le chakra-couronne, ascension verticale. C'est le lieu de dépassement vibratoire. Et Uluru, c'est le chakra racine, l'ancrage profond. C'est le lieu d'intégration vibratoire. Ensemble, ils forment une fréquence, on peut dire, trinitaire. Enracinement, élévation, réception, terre, ciel, éther, corps, esprit, âme. Le mont Shasta s'élève dans le nord de la Californie, à proximité de la frontière de l'Oregon, au cœur de la chaîne des Cascades. Il culmine à 4322 mètres d'altitude, ce qui en fait le 2e plus haut volcan de cette chaîne après le mont Rainier, qui se situe lui en dessous de Seattle, aux États-Unis aussi. Il s'agit d'un stratovolcan endormi mais non éteint, façonné par plusieurs aires éruptives et des dépôts de lave massifs. Ses flancs abrupts, souvent recouverts de neige, le font émerger comme une pyramide naturelle, isolée au milieu des forêts. Le mont est entouré de sources chaudes, de cavernes, de lave, de formations de quartz et de rivières glaciaires aux eaux limpides. Il repose sur une ancienne faille tectonique et certains chercheurs affirment qu'il est positionné à l'intersection de 2 plaques géodynamiques. Shasta est un nœud énergétique principal situé sur l'une des lignes principales aussi du continent nord-américain. Il fait partie d'une triangulation tellurique avec le mont Rainier et le mont La Senne, que tu peux voir sur la carte. Et certains chercheurs en géobiologie détectent des spirales de courant verticales puissantes. De nombreux cercles de pierres, vestiges indigènes, y sont présents autour du mont. Les chamans de diverses traditions s'y rendent en pèlerinage pour des activations, affirmant que Shasta répond avec une conscience propre. Le mont Shasta est considéré par de nombreux mystiques comme le chakra racine de la planète, là où la Terre s'ancre, vibre et impulse la force de vie. Il agirait comme un réservoir d'énergie subtile, redistribuant cette vitalité à travers tout le réseau planétaire. Certains l'identifient aussi comme un portail d'entrée vers des royaumes intraterrestres, abritant les gardiens d'une civilisation ancienne, restée en lien avec la conscience primordiale de la Terre. Sur place, les témoignages sont récurrents. Sensation de pression énergétique dans le corps, perception de sons cristallins sans origine identifiable, apparition de colonnes lumineuses ou de brumes soudaines en pleine journée, altération du temps, sentiment que le temps ralentit ou s'étire, et des expériences de connexion télépathique, de rêves lucides et de visions intenses. Shasta est unique car il incarne l'union des 3 mondes, le monde souterrain avec Télos que nous allons voir après, la cité lémurienne, le monde terrestre par sa puissance tellurique volcanique et le monde céleste avec une activité d'observation d'ovnis
quasi permanente. C'est aussi une montagne silencieuse. Elle ne parle pas à ceux qui viennent par curiosité, mais elle révèle tout à ceux qui viennent en conscience. Beaucoup disent s'y être sentis comme appelés, parfois sans jamais en avoir entendu parler auparavant. Certains racontent une sensation immédiate de décompression intérieure, de reconnexion au corps, ou au contraire, une montée brutale de mémoires enfuies. D'autres décrivent un sentiment d'origine oubliée, comme si Shasta portait une fréquence de la maison d'avant, ou une clé vibratoire de notre mission de vie. Qu'est-ce que la cité de Télos ? Shasta abriterait, sous sa surface, une ville issue de la Lémurie, dirigée par un être nommé Adama. Cette cité fonctionnerait sur une fréquence plus élevée que la nôtre, accessible uniquement à ceux qui ont activé certains codes vibratoires. La légende de Skell, le dieu du ciel, dans les traditions amérindiennes, Shasta est la demeure de l'esprit céleste Skell, en guerre contre les forces souterraines du dieu Lao, aujourd'hui enfermé sous le Crater Lake. Le Crater Lake fera l'objet d'un prochain épisode. À ne pas rater, il va être super intéressant. Parmi ces légendes, Shasta détiendrait un portail interstellaire. Des récits plus modernes font état de contacts extraterrestres près du mont. On y aurait observé des lumières sphériques, des êtres translucides et même des structures éthériques visibles uniquement par perception extrasensorielle. On entre ici dans le mythe fondateur le plus emblématique du mont Shasta, Télos, cité souterraine lémurienne à la frontière du mythe de la mémoire galactique et de la géomancie sacrée. Le nom Télos viendrait du grec télos, signifiant but ultime ou accomplissement. Pas rien, hein ? Selon les récits issus de la mouvance théosophique et de certains canaux contemporains, Télos serait une cité construite par les survivants de la Lémurie, un ancien continent englouti dans le Pacifique il y a des dizaines de milliers d'années. Avant la chute de leur civilisation, ces sages lémuriens auraient migré en partie sur la surface terrestre, utilisant des technologies cristallines et des connaissances géomantiques avancées pour créer une ville souterraine autonome, directement reliée aux lignes telluriques planétaires. Leur refuge est bien le mont Shasta, dont la géométrie naturelle et la charge énergétique en faisaient un point d'ancrage idéal pour préserver leur conscience, leur génétique et leurs archives spirituelles. Télos ne serait pas un vestige mais une cité encore bien active, vibrant sur une fréquence plus élevée, invisible à l'œil humain non préparé, mais perceptible par le corps subtil, les rêves ou certains états altérés. Voyons voir sa structure. Télos serait bâti sur 5 niveaux souterrains, comme tu peux le voir sur l'image de ton écran, chacun consacré à une fonction bien spécifique. Alors, une cité résidentielle, un niveau pour un centre d'enseignement interdimensionnel, un autre niveau pour un temple central de la flamme de l'union divine, un autre niveau pour des salles de soins fréquentielles et de régénération cellulaire, et enfin un dôme cristal dédié à la communication avec les autres cités intraterres, comme par exemple Posid, Rama ou Shambhala. Télos serait relié à un réseau mondial souterrain via un ancien système de tunnels aujourd'hui fermé, sauf sur autorisation vibratoire. Pour sa population, environ 1 500 000 d'êtres vivraient à Télos, selon certains récits. Ce sont des lémuriens d'origine, mais aussi des êtres venus d'autres étoiles, telles que les Pléiades, Andromède,
Sirius notamment, unis dans une conscience collective évoluée. Ils sont décrits comme beaux, androgynes, télépathes, mesurant environ 2 mètres, 2 mètres 10, au regard lumineux et bienveillant. Ils vivent dans une harmonie complète avec les lois naturelles. Telos ferait partie de la Confédération galactique. J'en ai suffisamment parlé dans la saison 1 en ufologie sur les derniers épisodes des programmes spatiaux secrets. Telos serait uni à d'autres civilisations interplanétaires dans une mission de veille vibratoire de la Terre. Son représentant le plus connu est Adama, un grand prêtre et ambassadeur de Telos près de l'humanité de surface. Il respecterait le libre arbitre, n'intervenant que lorsque les fréquences humaines s'élèvent suffisamment pour permettre une reconnexion en conscience. Ils ont une vie en collectivité, sans hiérarchie imposée, la classe, une éducation multidimensionnelle, trop top, une alimentation vibratoire, essentiellement végétale et énergétique, et une régénération cellulaire par lumière et son cristallin. Quand est-ce qu'on y arrive, nous, hein? La longévité y dépasserait les 1000 ans. Ah, tu m'étonnes avec leur régime drastique. Grâce à la maîtrise des énergies, à la technologie de guérison avancée et à la connexion au soi supérieur constante. N'empêche que de nombreux voyageurs à Shasta, quand on s'y intéresse un peu, rapportent des rêves lucides très détaillés dans des cités lumineuses inconnues. Des sensations de présence invisible mais apparemment protectrices, parfois même des contacts visuels rapides et des expériences de télépathie spontanée, notamment autour du lac Siskiyou ou sur les pentes du mont au coucher du soleil. Certains médiums affirment avoir été accueillis hors du temps à Telos, lors de méditations profondes. Ils en reviennent avec des enseignements structurés, parfois même des langages carrément non terrestres. Par exemple, l'auteur Diane Robbins, on voit son ouvrage à l'écran, Canal de Telos, a popularisé les dialogues avec Adama. D'autres sources, et là je te montre 2 autres ouvrages, dont l'un de Aurelia Louise Jones, ont été transmis des messages vibrants sur le plan d'unification entre l'humanité de surface et les peuples de l'intérieur. Le 3e ouvrage que tu vois là a été créé par Diane Robbins et Aurelia Louise Jones. Voilà. Telos incarne l'archétype du sanctuaire intérieur. Elle symbolise le passage de l'humanité déconnectée à une humanité unifiée, alignée, souveraine. Géomantiquement, c'est un cœur intraterrestre, un organe subtil de la planète relié au chakra racine mondial. Elle représente aussi le fœtus de la future humanité cristalline, celle qui renaîtra de ses cendres, une fois les structures de l'ancien monde dissoutes. Alléluia! Calme-toi. Telos, c'est l'appel à la mémoire oubliée. Ce qui, sous la montagne, dort en nous aussi. Et ce qui, quand nous nous réajustons à la vibration juste, se rallume. Cette légende peut être vue comme une métaphore de l'humanité future, car Telos représente aussi pour certains notre potentiel latent, un futur conscient dans lequel la technologie, la spiritualité et la nature se sont réconciliées. Ça me parle franchement. Alors là, accroche ta ceinture, hein, parce que t'as vu, ils sont pas beaux, hein, ceux qu'on voit à l'image, hein, les Deros. D'ailleurs, ils me font penser à certains cryptides qu'on verra en saison 3. À ne pas manquer parce que celle-ci, elle va être... il va y avoir des frissons dans l'air. Bon, bref, revenons à nos moutons.
Le terme d'héros est une contraction de Detrimental Robots, un nom inventé par l'écrivain Richard Sharp Chever dans les années 40. Dans une série de récits entre science-fiction, expériences vécues et délire lucide, Chever affirme avoir été en contact avec une race d'êtres dégénérés vivant sous la surface de la Terre, notamment sous certaines montagnes, dont le mont Shasta. Il prétend que les Deros sont des descendants décadents d'une ancienne civilisation techno-spirituelle tombée dans la corruption vibratoire et le parasitage psychique. Leur technologie aurait survécu, mais leur conscience aurait sombré. Et ça, les gars, c'est justement pas là qu'il faut qu'on aille. Ok? Les Deros seraient des êtres humanoïdes déformés, vivant dans des réseaux de cavernes profonds, coupés de la lumière solaire depuis des millénaires. Ouais, ça se voit vu leur aspect. Leur peau est pâle, leurs yeux adaptés à l'obscurité, leur psyché fragmentée. Bref, ils font franchement flipper. Contrairement aux Télosiens, les Deros n'ont pas transcendé leur nature. Ils se seraient enlisés dans des pratiques de contrôle mental, d'expérimentation sur les humains, génial, voire de manipulation vibratoire à distance. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir connaissance. Leur culture serait marquée par le désespoir, l'envie, la ruse, utilisant des technologies résiduelles pour induire des visions, des maladies, voire des abductions psychiques. N'empêche que ça me fait penser au lieu de tournage du Seigneur des Anneaux, qui est au mont Ngoriowe, un des sommets volcaniques du parc du Tongariro, mieux connu sous le nom de montagne du destin en Nouvelle-Zélande, et avec ce personnage célèbre justement qui est Esméagold. Et oui, le désespoir, l'envie, la ruse. Ouais, ça me fait carrément penser à Lego. Enfin bref. Dans certaines versions plus ésotériques, les Deros sont vus comme les parasites du subconscient collectif, se nourrissant des fréquences basses générées par la peur, la colère ou la confusion humaine. Le mont Shasta serait ainsi un carrefour à double polarité. D'un côté Télos, cité lumineuse d'harmonie vibratoire. De l'autre, les Deros, tapissant les couches plus profondes ou fractales du réseau intraterrestre. Certains témoins médiums ayant tenté des descentes trop brusques dans les énergies du lieu rapportent les expériences troublantes suivantes. Une sensation d'être observé, une perception de formes sombres rôdant sous terre, des présences oppressantes ressenties la nuit, génial hein, et des parasitages mentaux, cauchemars répétitifs, attaques psychiques. Une théorie vibratoire soutient que Shasta fonctionne comme une porte multidimensionnelle. Ce que tu portes, tu l'actives. Ainsi, l'énergie du lieu ne triche pas, elle révèle ton taux vibratoire en miroir. Si tu arrives en paix, Télos s'ouvre. Si tu arrives dans la peur, l'ombre te reflète. Les Deros ne sont pas que des créatures mythiques. Ils représentent aussi une part refoulée de l'humanité. Notre refus d'évoluer, notre fascination pour la domination, notre peur de la lumière en fait. Ils incarnent la dégénérescence dans toute leur splendeur, d'une ancienne sagesse qui a trahi ses propres lois. En cela, ils jouent un rôle initiatique. Nous rappeler que l'ascension sans intégration de l'ombre est un piège, que toute lumière attire un test et que les lieux géomantiques puissants ne sont pas des décorations New Age, mais des miroirs activés. Dans les profondeurs du Shasta, tout n'est pas cristal et harmonie. Certains racontent que bien plus bas, dans les failles oubliées du monde souterrain, errent encore
les Déros, fragments d'un passé dégénéré, gardiens involontaires d'un savoir trahi, d'une fréquence corrompue. Ils sont les ombres que nous devons reconnaître pour que la lumière véritable puisse émerger. Tu avais accroché ta ceinture tout à l'heure. Eh ben maintenant, mets ton casque. Alors, plusieurs cas de disparition non élucidés ont été rapportés autour du mont Shasta. Des enfants retrouvés à des kilomètres, incapables d'expliquer ce qui s'est passé. Des randonneurs portés disparus sans qu'aucune trace ne soit retrouvée. Des témoins ayant vécu une absence de temps. Heures, voire jours, écoulés sans mémoire. Certains prétendent avoir été brièvement pris dans une autre réalité. D'autres parlent d'avoir vu une porte dans la roche qui s'est refermée une fois franchie. Aucun cas précis d'enfants disparus directement sous le mont n'est bien documenté à Shasta, même si le phénomène est évoqué dans la série Missing 411 de David Paulides. Certaines histoires circulent sur Reddit, mentionnant Keith Parkins dans les années 50, retrouvé sans mémoire après s'être égaré, mais sans données vérifiables. Le cas reste donc à investiguer et peut rester sous le mode légende populaire plutôt que récit avéré, mais tout de même, cela est bien étrange. Lesner Cardenas, âgé de 21 ans, originaire de Redding, déposé en taxi à McBride Springs, excuse-moi franchement pour mon anglais, donc déposé en taxi au pied du mont vers 14h22. Pas de trace de son sac. Son téléphone est parti en silencieux après 16 heures. Une recherche effectuée par la police, les shérifs, des hélicoptères et aucun indice n'a été trouvé. Le ranger Nick Myers a indiqué qu'il ne s'agit pas d'un cas classique de randonneur égaré. Ces deux femmes ont été portées disparues dans la région entre Chico et la station de ski de Shasta, après être parties de l'église. Leur trace s'est perdue près de cette station, selon le dernier signalement du téléphone portable. Leur voiture a été retrouvée en mars 2025 à environ 20 à 30 km à l'est de McCloud Bridge, dans une zone isolée du comté de Shasta. Les restes humains découverts près du véhicule sont toujours en cours d'identification et on n'a aucune explication précise pour leur chemin accidentel vers les montagnes. Des observations de lumière, des discontinuités temporelles, voire des missing time, des temps manquants, font état de ces événements inexpliqués. Des randonneurs ont signalé avoir perdu quelques heures sans explication, avec des GPS bloqués ou des enregistrements manquants. Des témoins plus ésotériques rapportent l'association d'un portail visuel ou d'une sphère lumineuse émergente du sol. Des cas anecdotiques de vision de portail révèlent, selon le vétéran Bigfoot researcher David Paulides, qui a compilé des récits de visions d'arches énigmatiques, d'ouvertures dans le sol. Et certains témoins racontent avoir vu des esprits éthériques sortir de la paroi, disparaissant instantanément. Shasta ne se visite pas. Shasta t'appelle ou te repousse. Elle n'est pas là pour plaire, mais pour révéler. Sous ces neiges immobiles, elle porte la mémoire de civilisations effacées, le battement sourd de la terre vivante et l'écho d'un monde que nous avons oublié mais qui n'a jamais cessé d'exister. Le mont Shasta, c'est une porte et la question est, es-tu prêt, prête à la franchir ?